Bonjour et shalom. Pour ce troisième magazine d'analyse géopolitique de l'année 2019 intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous avons choisi de nous pencher sur un vaste sujet régional. Quelles alliances pour Israël au plan à la fois régional et planétaire ? C'est une évidence que pendant très longtemps et presque depuis la renaissance de l'État d'Israël en 1948, le leadership politique israélien mais aussi la presse nationale ont de concert vécu la relation de l'État juif avec le reste du monde sur la base d'un lien essentiel et privilégié avec les États-Unis d'Amérique. De même, de tous les premiers ministres, c'est incontestablement Binyamin Netanyahou qui a agi avec le plus d'énergie et aussi de résultats tangibles, il faut le dire, afin d'étendre et de diversifier l'activité diplomatique israélienne vers d'autres pôles. Et cette activité est passée, entre autres initiatives, par la mise en place d'alliances régionales, soit discrète ou bien encore rendue publique, mais aussi par un changement d'orientation du personnel diplomatique de haut niveau de l'État hébreu. Or, il incombe à présent à Israël de savoir et de pouvoir gérer cette politique à long terme avec comme point d'interrogation central, surtout en cette période électorale, préélectorale, de savoir surtout ce qu'il pourrait advenir de cette stratégie diplomatique après Netanyahou. Alors, donnons quelques exemples pour cadrer notre analyse. Comme on le sait, ces dernières années, la diplomatie israélienne a réalisé de nombreuses percées dans plusieurs grandes régions de la planète. Tout d'abord au Moyen-Orient, avec la mise sur pied non officielle mais bien réelle ces derniers mois d'un nouvel axe pays du Golfe Israël, on pourrait même dire ces dernières années, face à l'Iran, qui vient de s'illustrer par le nouveau rôle économico-diplomatique consenti par Jérusalem au Qatar, dans le dernier cessez-le-feu conclu avec le Hamas et le réapprovisionnement humanitaire de la bande de Gaza, mais aussi, et plus encore, par la récente visite du Premier ministre israélien au sultanat d'Oman. Une dynamique qui sera sans doute suivie de nouveaux contacts directs d'Israël avec ce type de pays, à commencer par le Bahreïn, voire les Émirats arabes unis. Le tout dans un contexte où le prince héritier saoudien, que tout le monde surnomme MBS, ce sont les initiales de son nom, Mohammed Ben Salman, multiplie ses déclarations pour un rapprochement stratégique et militaire anti-iranien avec l'État hébreu. Et un axe qui s'est déjà sans doute concrétisé par l'échange de précieuses informations, voire une coopération militaire secrète, et plus tellement secrète, entre Riyad et Jérusalem. Coopération aussi avec le continent africain, avec de nouvelles perspectives pour Israël sur le continent noir. Israël s'étant retiré dans le sillage du choc pétrolier de la guerre de Kippour. Il était en contact avec de nombreux pays africains qui ont rompu leurs relations diplomatiques à l'époque, à la suite de la guerre de Kippour. Et en fait, aujourd'hui, Israël est en train de renouer avec le continent noir. Ainsi, après ses visites d'État en 2016, dans 4 pays de l'Est africain, Ouganda, Kenya, Rwanda, Éthiopie, où il a été accueilli en hôte de marque, le Premier ministre Netanyahou peut afficher un bilan positif. De nouveaux horizons se sont rouverts pour Israël dans cette partie du monde au plan de la coopération sécuritaire, technologique et agricole, mais aussi au niveau diplomatique. Plusieurs pays africains ayant promis de soutenir Israël au sein de l'ONU et de l'UEA, l'Organisation de l'Unité africaine. D'autant que l'année suivante, en 2017, Netanyahou fut le premier chef d'un gouvernement non africain à s'adresser à la communauté économique des États de l'Ouest africain, en initiale c'est la CDEA, lors du sommet de Monrovia au Libéria, au cours duquel le chef du gouvernement israélien demanda aux pays africains de ne plus vilipender l'État hébreu à l'ONU, tout en appelant de ses vœux un changement diplomatique de fond dans l'arène internationale au profit d'Israël. Un souhait en partie exaucé, puisqu'il y a quelques mois, l'État hébreu a établi des relations diplomatiques avec la Guinée et le Tchad, 2 pays africains à majorité musulmane, il faut le souligner. Autre remarque, et cerise sur le gâteau, Israël s'est aussi beaucoup ouvert au continent asiatique, avec l'Inde tout d'abord. Alors que des relations diplomatiques pleines et entières ont été établies depuis plus de 22 ans entre Israël et le sous-continent indien, ouvrant une ère d'active coopération économique et militaire entre les 2 pays, New Delhi, qui pour toutes sortes de raisons maintient d'importants liens avec nombre d'États du Moyen-Orient, eh bien New Delhi affirme son positionnement bipolaire dans la région. Bipolaire, c'est-à-dire à la fois un rapprochement très sensible avec Israël, mais aussi un maintien des relations avec les pays arabes, à la lumière de tous les développements récents liés à la faillite des printemps arabes devenus des hivers islamiques, car l'Inde, qui a une forte minorité musulmane, a bien constaté que la tendance dans le monde arabo-musulman était une tendance
disons, à la course vers les extrêmes. Et les printemps arabes devenus des hivers islamiques ont inquiété, en fait, New Delhi, ce qui, indirectement, l'a beaucoup rapproché d'Israël, notamment par le biais d'une intense coopération militaire, économique et technologique. Enfin, la Chine, qui est en passe de devenir la future première puissance économique mondiale, ce pays-continent est en train de mettre sur pied dans tous les pays concernés, on le sait, une impressionnante série de routes commerciales et de lourdes infrastructures de communication, ports, autoroutes, ponts, réseaux urbains, etc., qui vont relier l'Asie à l'Europe et à l'Afrique par le Moyen-Orient. C'est ce qu'on appelle le projet de la nouvelle route de la soie. Or, compte tenu des excellentes relations actuelles entre Beijing et Jérusalem, cet énorme projet pourrait être une occasion jusque-là sans précédent pour Israël d'exporter vers les pays de cet axe, et ils sont nombreux, et notamment les pays musulmans, pourquoi pas, les savoir-faire très pointus de la Startup Nation. Alors, en fait, ces exemples ne sont que la tête d'une série d'alliances qui ont été conclues ces dernières années par Israël. Il faut rappeler aussi, par exemple, qu'en Asie, Israël a établi des liens tout à fait vivants et fructifiants avec un pays en plein développement comme le Vietnam. Pour parler aujourd'hui de tout cela avec nous, à mes côtés, Léon Rosenbaum. Léon, vous êtes avocat au barreau d'Israël, vous étiez aussi le cofondateur en 1990 de l'édition française du Jérusalem Post, qui malheureusement s'est arrêté de paraître il y a à peu près 10 mois. Oui, avec un journaliste fort connu. Oui. Bien, et aussi, vous avez été président à 2 reprises de l'Unifan, et vous êtes aujourd'hui analyste d'un site web qui a pas mal de succès, un site d'analyse sur Internet qui s'appelle sourceisraël.com. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, en ce qui concerne les alliances d'Israël, il existerait, selon vous, plusieurs cercles géographiques et géostratégiques d'alliances entre donc l'État hébreu et d'autres nations du monde. Oui, alors il me semble qu'on peut catégoriser 4 cercles principaux qui matérialisent l'effort diplomatique, d'ouverture diplomatique d'Israël au cours, disons, des dernières années. Le premier cercle est absolument évident. Il s'agit de Chypre et de la Grèce, puisque les intérêts économiques sont très clairs, puisqu'il s'agit d'exploiter les gisements de gaz naturel découverts en Méditerranée orientale dans les territoires de ces 3 États. La Grèce est impliquée elle aussi parce que l'idée est tout simplement de faire un pipeline, un oléoduc capable de transférer des grandes quantités de gaz naturel vers l'Europe, ce qui ouvrirait une nouvelle voie énergétique dont les conséquences politico-économiques sont considérables. J'ajouterais personnellement à ce premier cercle, de manière un peu surprenante peut-être, mais vu son importance stratégique actuelle, à mon avis, il faut ajouter à ce cercle le Kurdistan irakien. Parce que il s'agit aujourd'hui d'un quasi-État qui fonctionne comme un État, qui frappe monnaie, qui défend ses frontières, qui possède une armée, les Peshmerga, qui a contribué de manière décisive à diminuer en tout cas fortement la force de Daesh, et ça n'est pas une petite affaire, et qui aujourd'hui, avec 4 millions d'habitants, un territoire qui n'est pas négligeable, constitue dans les faits un État. Il n'est pas reconnu par l'ensemble de la communauté internationale, mais en tout cas, Israël, il n'y a pas de doute, le soutient. La question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point Israël peut le soutenir alors que cet État est menacé par Erdogan et son armée. Pour ma part, je souhaiterais qu'Israël apporte une aide considérable, la plus importante, peut-être pas en hommes, en soldats, mais certainement en matériel militaire, pour que cet État puisse se faire respecter par tous, y compris
par une puissance aussi considérable que la Turquie actuelle. Et donc, le Kurdistan fait partie de ce premier cercle des alliances géostratégiques, géographiques d'Israël. Et quels sont les autres Alors, pays ? le second cercle, me semble-t-il, c'est aussi une évidence. Ce sont les États arabes qui ont signé des accords avec Israël ou qui pratiquent en réalité des relations souterraines, mais avouées. Alors, il s'agit de l'Égypte, bien entendu, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite et des États du Golfe qui ont, depuis plusieurs années déjà, manifesté leur volonté, peut-être pas de reconnaître Israël officiellement, mais en tout cas de pratiquer des relations sérieuses, à la fois militaires et économiques. Et le troisième cercle ? Alors, le troisième cercle, me semble-t-il, ce sont les États qui entourent de l'ancienne URSS et qui entourent la Russie actuelle, la Géorgie, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan, avec lesquels Israël a lancé une offensive diplomatique très importante et, bien entendu, a développé des relations économiques de plus en plus florissantes. Et pétrolières, surtout. Pétrolières, mais aussi... Non, pas seulement. Véritablement avec une coopération économique, avec des échanges qui sont en croissance considérable et avec des résultats diplomatiques non négligeables. Le quatrième cercle, à mon avis, n'est pas moins important aujourd'hui. Ce sont d'abord les États d'Europe de l'Est qui font partie de l'Union européenne et qui font contrepoids à la politique des États d'Europe de l'Ouest qui mènent une politique anti-israélienne de plus en plus acerbe. J'ai nommé la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, et aujourd'hui, il y a un nouvel État qu'on peut adjoindre, qui est l'Autriche. Parce que l'Autriche a récemment élu un jeune Premier ministre qui se démarque de la politique de l'Ouest européenne traditionnelle, et en particulier pour tout ce qui a trait à une politique délibérément anti-israélienne. Eh bien, lui prend le contre-pied de cette politique, et donc, me semble-t-il, et d'ailleurs c'est évident à travers les voyages récents du Premier ministre Netanyahou, il y a là une tentative de faire barrage à une politique anti-israélienne européenne de plus en plus agressive. Vous avez aussi mené une analyse approfondie sur les différents types et catégories d'alliances. Là, vous nous avez énuméré une répartition un peu géographique dans les régions les plus proches, la Méditerranée orientale, mais aussi l'Europe. Et vous avez aussi donc un petit peu creusé ce sujet des différentes catégories d'alliances nouées par Israël. Oui, alors évidemment, il y a trois types d'alliances. Une alliance militaire, une alliance économique et une alliance diplomatique. Et elles ne correspondent pas tout à fait toujours. Je n'ai pas, puisque je ne suis pas dans le secret militaire, l'image exacte des coopérations militaires d'Israël, qui d'ailleurs, en général, très souvent se font très discrètement, mais pas toujours. Il est évident, par exemple, que avec Chypre et la Grèce, la coopération militaire n'est plus du tout discrète, elle se fait au grand jour, et elle est de plus en plus sérieuse, de plus en plus profonde. L'aviation israélienne manœuvre dans le ciel grec. Absolument, et sur toute la Méditerranée orientale, avec la coopération de ces deux marines, de ces deux armées de l'air, mais aussi sur le plan maritime. C'est très très important pour pouvoir défendre les puits, ceux qui sont déjà de gaz, en fait. Les plateformes de gaz et les puits, et bien entendu les oléoducs, les tuyaux, et donc cette coopération se fait de plus en plus clairement et de plus en plus visible.
Avec les pays arabes, il y a une coopération militaire qui est tout de même beaucoup plus discrète. Notamment avec la Jordanie. Notamment avec la Jordanie, mais elle est discrète, mais elle est incontestable. Elle se cache de moins en moins. On a parlé même quelques années d'une disponibilité peut-être théorique, mais d'éventuelles bases saoudiennes à l'ouest de l'Arabie saoudite en cas de conflit avec l'Iran, pour Tsahal. Par exemple, mais on peut aussi citer l'exemple de la déclaration publiée ce matin dans le Jerusalem Post du président Sisi d'Égypte qui souligne à quel point la coopération israélo-égyptienne militaire est profonde, qu'elle n'a jamais atteint un tel degré. Dans la presqu'île du Sinaï. En particulier dans le Sinaï. Contre les djihadistes, en fait. Oui, mais le principe même de cette coopération militaire entre ces deux pays qui se sont affrontés si longtemps et si cruellement, c'est quelque chose, dans la bouche d'un président arabe en exercice, eh bien c'est un événement sur le plan diplomatique. Là-dessus, il n'y a pas le moindre doute. Bien sûr, la coopération économique, celle-ci va grandissant avec toutes sortes de pays. Elle est déjà très active depuis très longtemps avec la Jordanie, par exemple. Même avant la signature d'un traité de paix, d'ailleurs. Mais depuis, c'est considérable. Et la coopération diplomatique, là, est beaucoup plus délicate. C'est-à-dire que Israël, sur le plan des grandes organisations internationales, et en particulier de l'ONU, a beaucoup de mal à faire changer les majorités automatiques contre l'État d'Israël. Mais il faut noter qu'au dernier vote, au pluriel, au dernier vote des tentatives de faire condamner Israël, le nombre des pays qui se sont soit abstenus, soit ont voté contre, a considérablement augmenté par rapport à tout ce que nous avons connu depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Et puis il y a eu aussi la demi-victoire de la condamnation du Hamas, qui n'a pas été adoptée avec la majorité des 2/3, mais il y a eu une forte majorité qui s'est prononcée pour condamner l'attitude du Hamas qui tire sur Israël. Absolument. Ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté sans précédent. Sans précédent, qu'enfin, il semblerait qu'il y ait un début de prise de conscience de la communauté internationale, de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale, de l'absurdité des condamnations automatiques d'Israël, dans tous les cas, et au mépris de la réalité, au mépris de la vérité. Il faut dire que il y avait une représentante des États-Unis à l'ONU qui vient de partir, qui était particulièrement active et pro-israélienne. Et il y a un représentant aussi israélien, Danny Danon, qui agit dans ce sens aussi de manière très active. Tout à fait. Alors justement, tout le monde se souvient que M. Netanyahou a commencé sa carrière politique réelle en représentant Israël à l'ONU, à New York. Et c'est une bonne école pour prendre conscience de ce qu'Israël n'est pas une île, n'est pas l'insularité d'Israël. Ça a été pendant des dizaines d'années, je dirais, la faiblesse des hommes politiques israéliens qui n'arrivaient pas vraiment à comprendre la situation du peuple juif dans le monde et de l'État d'Israël par conséquent. Ça, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Je voulais, à propos des alliances dont on a parlé, notamment dans la région, selon vous, pour quelle sorte de raisons, il y en a peut-être plusieurs, les pays arabes sunnites qu'on dit modérés, vous en aviez donné quelques exemples à l'instant, se rapprochent-ils aujourd'hui d'Israël? Est-ce que c'est seulement pour faire un front contre l'Iran parce qu'ils ont peur? D'abord, c'est la cause principale. Là-dessus, il n'y a pas le moindre doute. L'Iran se montre, qui est une très grande puissance, avec un immense territoire, une très grande population. On parle de 85 à 90 millions d'habitants, qui connaît un développement technologique remarquable, et qui est férocement anti-israélien et anti-juif.
Donc la peur compte... Et d'une part, et qui est surtout, qui a des ambitions territoriales et de domination du Proche-Orient dont il ne se cache même pas, et qui tente par tous les moyens d'arriver jusqu'à la Méditerranée, par toutes sortes de moyens, et qui réussit largement. Si Israël n'était pas intervenu en Syrie pour bloquer ses établissements militaires dans toute la Syrie, eh bien, il serait pratiquement déjà arrivé à la Méditerranée, et alors qu'il y est presque au moyen du Liban. Et puis, ce faisant, ils règlent leur compte, idéologique, religieux et presque ethnique en tant que chiite avec le monde sunnite. Il y a aussi le conflit chiite-sunnite. Absolument. Mais je pense qu'il faut nuancer cette motivation des pays sunnites d'un rapprochement avec Israël. Et on est en droit de penser qu'il y a véritablement une maturation de la présence d'Israël dans cette région. Après 70 ans, il y a un début de compréhension que Israël continue de se développer, continue d'être une puissance régionale de premier plan, et que, par contre, les États arabes sunnites ont beaucoup de mal à décoller sur le plan économique, sur le plan politique. Et est-ce que justement, d'après vous, il n'y a pas un rapport avec le fait qu'il y a un constat qu'on fait aussi bien à Riyad qu'à Amman dans une moindre mesure, parce qu'il y a des liens avec l'autorité palestinienne, mais dans les États et les pays du Golfe sunnites, un constat selon lequel en fait la question palestinienne n'avance pas et ne saurait être un obstacle avec le fait de nouer de nouvelles relations avec Israël. C'est-à-dire que cette question qu'on n'a pas résolue depuis 70 ans, elle ne semble pas devoir se résoudre dans les mois et les semestres qui viennent, et donc il y a une mise de côté, pour ainsi dire, de cette question. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut être très prudent par rapport à cette idée. Nous savons, nous, que le vrai problème n'a jamais été la question palestinienne. La question, c'est l'acceptation de la souveraineté juive en Eretz Israël, que les goyim appellent la Palestine. On en a parlé dans notre dernier magazine, d'ailleurs. Oui. Disons que cette acceptation de la souveraineté juive on semble encore très loin du compte au niveau des populaires. Il suffit de voir la population égyptienne pour qui, jusqu'aujourd'hui, être anti-israélien, c'est faire acte de citoyenneté. Une population qui habite un pays avec lequel on est en paix théoriquement depuis 79, depuis presque 40 ans. Depuis 40 ans. Et le plus grave, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des falachim, des paysans. Il s'agit de l'ordre des avocats égyptiens. Des élites. Il s'agit des médecins, des avocats, etc. Donc, la route est encore longue. La route est encore longue, mais il y a d'incontestables progrès, en tout cas dans la classe politique qui comprend bien où elle se trouve. Et puisque, Léon Rosenbaum, on évoque une stratégie planétaire, est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, compte tenu de l'évolution sociopolitique du grand allié américain d'Israël, qui est évidemment son partenaire le plus constant depuis 1948, est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, justement, il y aura une modification institutionnelle et politique aux États-Unis et qui fait que ce pays, tout en restant ami, ne sera pas un partenaire privilégié? Et est-ce qu'on ne va pas justement les horizons asiatiques d'Israël qui regardent vers les grands pays asiatiques ou les puissances économiques, les petits dragons mais très puissants de l'Asie, est-ce que c'est pas ça l'avenir d'Israël ? Je crois qu'il faut... je n'emploierai pas cette formule, mais je dirais, il n'y a pas de doute que devant le développement de l'antisémitisme et de l'anti-israélisme
dans les universités américaines, qui dure maintenant depuis plusieurs années et qui se renforce. Il est évident que les élites américaines deviendront beaucoup moins favorables à Israël et que d'autre part, la communauté juive américaine, dans une large mesure, se détache de son intérêt pour Israël. Elle n'est pas encore totalement détachée, mais manifestement, elle n'a plus le feu sacré pour Israël. Donc on peut imaginer une évolution, d'ailleurs rapide, disons en une dizaine d'années, où les États-Unis d'Amérique ne se sentiraient plus les mêmes responsabilités vis-à-vis d'Israël que ce pays a éprouvé depuis une bonne trentaine d'années maintenant. Et on en a vu les prémices lors des dernières élections de la mi-mandat, où ont été élus pour la première fois au Congrès de jeunes congressistes, surtout à la Chambre des représentants, qui expriment ce qu'on appellerait pudiquement la diversité américaine, c'est-à-dire en fait des gens qui sont très hostiles à l'État d'Israël. Tout à fait, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire à partir du moment où le narratif arabe qui a conquis l'Europe est pro-palestinien. Et donc pro-palestinienne, d'une façon générale, s'installe aux États-Unis et se répand. Tout ça sur fond de civilisation chrétienne, et qui est problématique vis-à-vis d'Israël, quoi qu'on fasse. Vis-à-vis du judaïsme, vis-à-vis d'Israël, il y a un problème en suspension en permanence. Que vous abordez souvent de votre site internet. Oui. Vu à partir du moment où se répand un langage anti-israélien et anti-juif, de manière inévitable, les gouvernants devront en tenir compte. Et donc, il y a un risque sérieux que les relations israélo-américaines ne soient plus ce qu'elles étaient, ne soient plus aussi étroite. Maintenant, il n'y a pas doute que l'effort d'Israël en direction de l'Extrême-Orient et des pays, des nouveaux tigres de l'Extrême-Orient est très important de toute façon. Mais l'avenir d'Israël, c'est de devenir un pays normal, accepté normalement par tout le monde. Et c'est vraiment dans cette direction que nous, les Israéliens, devons aller. Alors, l'une des questions posées en exergue de ce magazine consistait à nous demander ensemble quel personnel et aussi quelles personnalités ont pu jusque-là gérer ces orientations au plus haut niveau de l'État et de ses institutions, mais surtout qui pourra demain gérer cette politique diplomatique entreprise, disons, il y a une quinzaine d'années, et une politique diplomatique, une stratégie assez complexe et sophistiquée. Alors, vous avez raison, c'est une vraie question, mais c'est une question plus globale. Monsieur Netanyahou a obtenu de très grands résultats depuis 10 ans qu'il dirige le pays. Tout le monde le reconnaît, même ses adversaires politiques farouches, sont obligés de le reconnaître. Mais il y a quand même un certain nombre de manques dans son palmarès, et notamment son incapacité à préparer sa succession. Ses motivations sont avec lui. On n'est pas là pour faire. En tout cas, c'est pas le sujet de notre entretien. Mais force est de reconnaître que on ne voit pas exactement. Il y a bien sûr quelques noms. On peut citer Michael Oren, on peut citer Dorgold, on peut citer la vice-ministre des Affaires étrangères Rotoveli. Mais Danny Danon, vous en parliez. Danny Danon, dont nous parlions tout à l'heure, évidemment. Mais on a quand même l'impression qu'il manque des gens. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques ministres qui maintenant ont acquis de l'expérience et qui pourront, espérons-le, si, comme nous l'espérons, comme moi personnellement je l'espère, si la droite l'emporte aux prochaines élections, prendre la suite de cette politique, au cas où M. Netanyahou serait empêché pour des raisons que nous connaissons.
ou de toute façon, même si c'est au tour suivant, il faudra bien qu'il ait une suite. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ministres qui pourraient se révéler des hommes politiques d'envergure, mais qui, pour l'instant, s'en sont trouvés empêchés. Mais justement, votre réflexion, elle concerne notre sujet, c'est-à-dire hommes politiques d'envergure, pas pour gérer des problèmes internes, économiques ou socio-économiques, mais le problème de fond, on l'évoquait tout à l'heure pour Israël, est-ce qu'il ne réside pas dans le fait qu'il existe peu de hauts diplomates et d'hommes politiques, on en parle maintenant, qui peuvent se hisser à ce niveau de compréhension globale des phénomènes globaux qui se manifestent à l'échelle de toute la planète. C'est ça qui est manquant, à cause de l'insularité dont vous parlez tout à l'heure. Alors justement, nous, en tant qu'immigrants francophones, et surtout, disons, français, qui avons été formés dans un grand pays d'Europe occidentale, et qui avons reçu une formation globale, justement, nous avons toujours été, et je vis quand même en Israël depuis 42 ans, surpris par ce sentiment d'insularité de tous les politiciens israéliens, de tous ceux qui comptaient en Israël jusqu'à présent. Et l'exception, désormais, il n'y a pas de doute, c'est M. Netanyahou. La question est de savoir si au cours des dernières années, parmi les hommes politiques qui ont déjà tenu des ministères, par exemple, et des grands ministères importants qui ont siégé dans les institutions de défense, vont se révéler des hommes suffisamment ouverts sur le monde pour pouvoir continuer cette politique d'ouverture dont nous parlions. Et ça n'est pas évident. Il se peut que, sans parler d'étiquette politique, mais qu'il y ait un retour à l'insularité par, disons, le manque d'envergure et de compréhension de ces phénomènes. Disons que c'est cela, ça c'est précisément le danger, vous mettez le doigt dessus. Mais, bon, les années ont passé, les Israéliens vont beaucoup plus souvent à l'étranger, ouvrent les yeux. Et depuis longtemps maintenant, ça fait au moins une trentaine d'années qu'ils ont commencé à... Maintenant, ils partent par millions tous les ans en dehors d'Israël. Aux 4 coins du monde. Aux 4 coins du monde. Et à tous les âges. Et à tous les âges. Et donc, on est en droit d'espérer qu'il y a désormais un climat qui a changé de ce point de vue. Mais il faut reconnaître que parmi les hommes politiques israéliens, ça n'a jamais été une priorité, ça n'a jamais fait partie de leur panoplie, disons. Or, maintenant, c'est indispensable. Eh bien, sur ces mots à la fois, je dirais, optimistes et en même temps en forme d'avertissement, qui a trait indirectement, non pas à la campagne électorale, mais au problème dont on risque d'ailleurs de ne pas trop parler pendant cette campagne. Je vous remercie, Léon Rosenbaum. Dans quelques instants, on se retrouve dans quelques secondes pour notre revue de presse. Troisième partie de ce magazine avec quelques extraits de la presse arabe régionale, avec tout d'abord le journaliste koweïtien Ahmed Al-Jarrallah, qui est rédacteur en chef du journal Al-Seyassa, qui paraît à Koweït City et qui constate que la cause palestinienne, on en parlait à l'instant, n'est plus l'affaire des Arabes. Le monde arabe ne peut plus nier l'existence d'Israël, estime-t-il dans une interview qui a été diffusée sur la chaîne arabe Al-Khoura de télévision, qui est diffusée entre autres aux États-Unis. Les Arabes devraient donc, dit-il, normaliser les relations avec Israël et accepter la coexistence avec lui à l'image du reste du monde. D'autant qu'alors qu'Israël et les pays occidentaux partagent une idéologie commune, eh bien les pays arabes, constate-t-il, ont chacun une idéologie différente. Et Al-Jarrallah de poursuivre, on va voir d'ailleurs ce qui le motive. Le président égyptien Anwar Sadat avait su, quant à lui, mettre la balle dans le camp d'Israël. À sa manière, il avait bien compris que seule la paix pouvait nuire à Israël ou même parvenir à terme à l'anéantir. Nous, les Arabes, sommes divisés en 23 pays et 23 idéologies, tandis qu'Israël et les pays occidentaux n'en ont qu'une seule, constate-t-il à sa manière. De toute manière, Israël existe au Moyen-Orient et nous ne pouvons le nier. Nous devrions donc imiter le reste du monde qui a normalisé ses relations avec Israël et coexiste avec lui
En fait, Israël existe. En outre, conclut-il, la cause palestinienne est devenue une question israélo-palestinienne. Ce n'est plus une question arabe. Les Arabes n'ont plus rien à voir avec ça. Ils ne doivent pas répéter l'erreur de 1947 lorsqu'ils ont envoyé leurs armées en Israël et dans les territoires alors en conflit. On le sait, toutes ces armées arabes ont été vaincues et sont revenues la queue entre les pattes. Elles n'ont strictement rien accompli. Et c'est un fait que la cause palestinienne reste sans solution depuis 70 ans, alors qu'Israël n'a fait que gagner en force, tandis que nous sommes, quant à nous, sans cesse affaiblis. Fin de citation. Autre revue de la presse régionale, dans la grande région, Ibrahim Karagoul, qui est le rédacteur en chef du quotidien turc Yeni Safa, qui est l'organe en fait de presse de l'AKP, le parti d'Erdogan au pouvoir à Ankara, s'inquiète quant à lui du fait que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis seraient en train de former ce qu'il appelle un front anti-turc, attisant le conflit entre Turcs et Arabes au Moyen-Orient. Et voilà ce qu'il écrit. Cet axe s'oppose à la Turquie et vise à l'évincer de la région en la confinant aux frontières de l'Anatolie, précise Karagoul, et de rappeler que ce front, qui avait été édifié contre l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale, est bel et bien en train de se reconstituer contre la Turquie. D'autant, ajoute-t-il, que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, dont nous parlions tout à l'heure, MBS, et le prince héritier des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, auquel il attribue le surnom de MBZ, donc MBS et MBZ, favorisent le sentiment anti-turc et anti-ottoman dans la région en suscitant une nouvelle vague de nationalisme arabe. C'est ce qu'il déplore. Toutefois, Karagoul estime ensuite que ce plan de MBS et de MBZ va échouer car il est voué à l'échec et car, dit-il, ces deux personnages ne parviendront pas à mobiliser et unifier dans ce but les élites arabes au pouvoir dans les pays sunnites de la région. D'autant que ce projet mettrait la nation saoudienne, avertit-il, gravement en danger. Selon lui, l'Arabie saoudite et les Émirats nourrissent l'illusion fallacieuse qu'ils sont la puissance véritable de ce nouvel axe, alors qu'ils seraient en réalité manipulés par l'Occident. Et Karagoul d'ajouter: si Riyad soutient l'Occident, l'Arabie saoudite deviendra la prochaine cible après la Syrie. Ce sera donc là la conséquence de sa dépendance face à l'Occident et son aveuglement politique. Mais cet éditorialiste turc, au ton quelque peu complotiste, estime qu'il s'agit là d'une partie des préparatifs actuels en vue de ce qu'il appelle, lui, à tort ou à raison, une grande guerre régionale. Et voilà ce qu'il écrit. La visite annoncée du Premier ministre israélien, dont nous parlions tout à l'heure, Binyamin Netanyahou, à Bahreïn, après celle qu'il a faite à Oman, tout comme la visite du prince héritier d'Arabie saoudite MBS aux Émirats arabes unis après l'assassinat du journaliste saoudien Khashoggi, et l'étrange trafic entre les Émirats, les pays du Golfe, Israël, l'Arabie saoudite et l'Égypte sont des signes préoccupants, dit-il. Ainsi explique-t-il, et je le cite, « Toutes ces préparations signifient en fait l'imminence d'une guerre régionale qui concernera tous les pays situés entre le Golfe Persique et la mer Rouge. » C'est pas très optimiste. Divers fronts, ajoute-t-il, sont donc en formation pour un nouvel axe qui se dressera contre la Turquie et qui tentera de l'évincer de la région pour construire un nouveau Moyen-Orient. Ce front d'invasion datant d'un siècle contre l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale a été reconstruit avec ce plan qui prétend vouloir punir l'Iran, mais qui est en réalité conçu pour évincer totalement la Turquie de la région. Et Karagoul de préciser, ce projet mis en œuvre par MBS et MBZ conduira à la destruction de la région et auparavant à la division de l'Arabie saoudite. Ces deux personnes tentent de mobiliser certains pays sunnites en gelant les problèmes israélo-arabes, ainsi qu'en éveillant un sentiment anti-turc et anti-ottoman, tout en incitant à une nouvelle vague de nationalisme arabe. Et il prévient dans sa conclusion, qui est assez menaçante, en fait, les désastres qu'a connus la région depuis la guerre du Golfe en 1991 ont été la conséquence du total aveuglement politique des Saoudiens, qui il a finalement bien dans la ligne de mire. Nous allons assister à de très rapides changements dans notre région. Toutefois, la Turquie, écoutez cette phrase, a depuis longtemps cessé d'être ce pays qui se retire dans sa coquille et qui oublie le monde extérieur. Fin de citation. Merci de nous avoir écoutés pour ce troisième magazine de 2019 et à la semaine prochaine.